Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Ouais, tranquille. Activité principale, rester en famille? Ouais, toujours. Pas autre chose? Non, je n'ai pas bougé. D'accord. Le week-end, j'étais chez moi, tranquille devant la télé. D'accord. Voilà. Tu regardais quoi à la télé? L'actualité internationale. Bon, Okay. Samedi matin, j'étais invité à une émission à TV+, je crois que c'est passé samedi soir. Une émission sur l'actualité internationale. Et bon, c'est tout, quoi, grosso modo. Mais je regarde la télé parce que samedi, évidemment, Donald Trump a dégainé son arme. Il avait promis, il l'a fait. Et donc, il a lancé la guerre commerciale. Guerre commerciale d'abord contre ses voisins directs, à savoir le Canada et le Mexique. Il faut savoir que Donald Trump, samedi, a signé un décret autorisant l'augmentation des tarifs douaniers de 25%. 25%, c'est énorme. Pour le Mexique et le Canada et 10% pour la Chine. Et donc, c'est une promesse qu'il avait faite. Maintenant, les raisons sont diverses. Pour le Canada et pour le Mexique, il reproche. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec le commerce. Ça n'a rien à voir avec la concurrence ou la compétitivité des produits américains ou des produits canadiens qui seraient meilleurs que des produits canadiens et mexicains qui seraient meilleurs que les produits américains. Non. Le problème pour Donald Trump, c'est qu'il estime que le Mexique et le Canada ne font pas assez pour lutter d'un côté contre l'immigration clandestine, notamment le Mexique, parce qu'il estime que la principale porte d'entrée de l'immigration illégale aux États-Unis, c'est le Mexique. Et deuxièmement, contre le Canada, parce qu'il estime que la première porte d'entrée de ce qu'on appelle les drogues de synthèse aux États-Unis, c'est le Canada. Et il y a une drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis qu'on appelle la fentanyl. Et la fentanyl vient principalement par le Canada. Et donc, pour obliger les autorités, à la fois mexicaines et canadiennes, à prendre des mesures qui, selon lui, devraient permettre d'enrayer ce phénomène-là qui cause énormément de tort aux États-Unis, il a donc décidé de déclencher l'arme économique. Donc, au lieu de proposer donc des sanctions peut-être sur le dollar, non, il ne veut pas. Il veut des sanctions sur les tarifs douaniers. Pourquoi? Parce que les États-Unis représentent le principal partenaire économique de ces deux pays-là, le Mexique et le Canada. Le Mexique exporte vers les États-Unis essentiellement des biens manufacturés, surtout l'automobile. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de constructeurs qui sont installés au Mexique parce que non seulement c'est frontalier avec les États-Unis, mais surtout en termes de coûts du travail, les coûts au Mexique sont bien moindres qu'aux États-Unis. Et donc, ça permet d'avoir des véhicules qui soient compétitifs aux États-Unis. Donc, vous avez des marques européennes, vous avez des marques asiatiques qui sont installées au Mexique. Donc, ce sont ces marques-là qui vont se voir imputées, qui vont voir leur coût de revient grévé de 50% sur le sol américain à cause de l'augmentation de ces tarifs douaniers. Mais pour les États-Unis, pour le Canada, par contre, c'est surtout les produits pétroliers. Donc, il faut savoir que le Canada est un très gros exportateur de pétrole, essentiellement vers les États-Unis, notamment ce qu'on appelle le pétrole issu des sables bitumineux, et un grand exportateur aussi de gaz de schiste. Et à côté de ça, il faut savoir que la métallurgie canadienne est une métallurgie qui est quasiment orientée vers les États-Unis. La plupart de l'industrie automobile utilise de l'acier ou de l'aluminium qui est produit principalement au Canada. Et donc, ce sont ces produits-là qui vont se voir taxés de 25%. Et donc, évidemment, ça a suscité des vives réactions de la part d'Ottawa et de Mexico qui ont déjà fait savoir. Pour le Canada, ils ont dit qu'ils vont mettre en place des mesures de rétorsion, c'est-à-dire qu'ils vont eux aussi imposer des tarifs douaniers à la hauteur de ceux imposés par les Américains. C'était pour eux, ils vont un peu faire comme en 2017, c'est pas la première fois que Donald Trump avait imposé des tarifs douaniers à l'endroit du Canada. Il faut savoir qu'en 2017, lors de son précédent mandat, Donald Trump avait taxé pour 6 milliards de dollars de produits importés du Canada, et le Canada, en rétorsion, avait fait exactement la même chose, avait aussi taxé les produits américains qui entraient sur le marché canadien à hauteur de 6 milliards. Bien entendu, quand Joe Biden était arrivé au pouvoir en 2020, il avait abrogé ces tarifs-là et on était revenu à la situation d'avant. Et donc,
pour les Canadiens, il s'agira tout simplement de faire exactement la même chose. Non pas de taxer davantage ou de taxer d'autres produits, des produits qui sont moins bien concernés, qui sont moins bien consommés, mais non, ils vont taxer les produits les plus importés aux États-Unis à la hauteur du montant, évidemment, qu'ils devraient perdre avec cette augmentation de 25% des tarifs douaniers de leur côté. Quant à la Chine, pour le moment, elle a dit qu'elle va réagir sur le terrain du droit et du commerce international, puisqu'elle a décidé de saisir le tribunal de l'Organisation mondiale du commerce pour dénoncer cette hausse qui est totalement inacceptable. Parce que pour la Chine, la hausse de 10% des tarifs douaniers est due au fait que Donald Trump veut, par ce moyen-là, violer les règles du commerce international, violer les règles de la mondialisation qui interdisent toute forme de protectionnisme. Le principe est que la concurrence doit être transparente et doit être loyale, et donc il ne doit pas y avoir de mesures barrières qui viseraient à pénaliser des produits, notamment des produits qui sont produits dans certains pays. Et donc, c'est en violation de ces principes-là du commerce international, de ces principes de la mondialisation, que la Chine a d'ores et déjà annoncé qu'elle va d'abord saisir le tribunal de l'OMC avant éventuellement de peut-être voir aussi dans quelle mesure elle pourrait appliquer des moyens de rétorsion vis-à-vis de cette augmentation des tarifs douaniers qu'elle juge aussi totalement illégale. Donc il est clair que là, dans ce domaine-là, la guerre est déjà lancée. Donald Trump avait déjà, lorsqu'il était encore en campagne, bien expliqué que pour lui, des pays qui exportent plus qu'ils n'importent des États-Unis, les pays dont la balance commerciale est largement excédentaire, c'est le cas du Mexique, du Canada et de la Chine, ces trois pays-là, c'est que ces pays-là, en réalité, selon Donald Trump, volent les États-Unis. Parce que pour lui, le commerce doit être dans un principe de deal, c'est-à-dire que ce que tu vends, ce que tu gagnes, je dois aussi gagner la même chose. Il doit y avoir une espèce d'équilibre en matière de balance commerciale. Or, ça ne marche pas comme ça parce que, évidemment, tous les pays ne produisent pas la même chose, ne les vendent pas au même prix. Donc, il y a les lois du marché qui s'appliquent et qui font qu'aujourd'hui, il peut y avoir que certains pays tirent profit justement de ce commerce-là. Et pour Donald Trump, c'est quelque chose d'inacceptable. Il faut savoir que lorsqu'il revient à la Maison-Blanche, il hérite d'un déficit commercial qui est d'à peu près de 1000 milliards de dollars, et donc plus de 1000 milliards même de dollars. Et donc pour lui, il faut absolument résorber ce déficit commercial-là, il faut absolument rééquilibrer la balance, et donc pour ça, cela passe d'abord par l'augmentation des tarifs douaniers. Maintenant, évidemment, l'autre enjeu va concerner l'Europe. Quel sera le montant des tarifs douaniers qui vont être imposés aux produits européens qui sont importés vers les États-Unis? Ce qui est clair, c'est que les Européens aussi vont y passer, parce que ça, il n'a jamais caché. Il a toujours dit que tout le monde devrait passer à la caisse parce qu'il estime que les Américains se font arnaquer au regard du déficit commercial abyssal que connaît son pays. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, Donald Trump aura une discussion téléphonique avec son homologue mexicain, Elizabeth Sheinbaum, et Justin Trudeau, le Premier ministre, Claudia Sheinbaum, du Mexique, et Justin Trudeau du Canada. Mais il est en train de démissionner, non? Oui, il a déjà démissionné, mais il assure les affaires courantes jusqu'à l'organisation des prochaines élections générales qui devraient déterminer la personne qui devrait le remplacer. Mais en attendant, il assure les affaires courantes et donc par conséquent, il est obligé de réagir. Il aura donc, comme je l'ai dit plus tôt, une conversation téléphonique avec Donald Trump, mais Donald Trump a d'ores et déjà fait savoir à un journal local qu'il ne s'attendait à rien de spectaculaire vis-à-vis du Canada et du Mexique parce qu'il estime qu'ils doivent beaucoup d'argent aux États-Unis et qu'ils doivent justement payer. Et donc pour lui, il faut savoir qu'il voit tout, Donald Trump analyse tout sous le prisme de la transaction, du deal. Donc pour lui, même le commerce doit être un deal. Si je te vends un produit A à tel montant, il faudrait aussi que toi tu me vendes un produit B qui soit équivalent en termes de montant. Dès lors que on a, sauf si la balance commerciale est excédentaire de son point de vue, du côté des États-Unis, là ça ne pose pas un problème. Mais si c'est excédentaire de ton côté, et donc il considère que c'est les États-Unis qui perdent de l'argent, et bien il estime qu'il doit prendre des mesures pour rétablir un certain équilibre. Et donc on voit là, évidemment, qu'il a pris ces mesures-là en vue de essayer de contrecarrer, si tu veux, essayer de contrecarrer ces produits
qui sont importés et qui inondent massivement le marché américain. Mais évidemment, ces augmentations ne vont pas se faire sans conséquences. Il faut savoir que, selon certains experts américains, on estime que ces augmentations de tarifs douaniers, rien que pour ces 3 pays-là, devraient augmenter de manière globale le volume de prix à hauteur de 1600 milliards de dollars. Ça veut donc dire que globalement, les Américains, pour 2025, devraient dépenser plus pour ces produits-là à hauteur de 1600 milliards de dollars. Et donc, ces 1600 milliards de dollars, il faudrait bien que les Américains aillent les chercher quelque part. Pour certains, il va y avoir 2 options. Forcément, les produits qui seront vendus le seront plus chers parce qu'on va répercuter cette hausse de tarifs douaniers sur les consommateurs. Soit, évidemment, ces produits seront moins importés et moins consommés par les Américains. Et tout ça aussi aura toujours un effet d'augmentation, d'élévation des prix. Et donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait clair qu'on aura une inflation qui va être très forte cette année aux États-Unis, mais Donald Trump espère que cette inflation ne sera pas durable, elle sera temporaire, le temps pour que le marché puisse se rééquilibrer parce qu'il espère qu'en même temps, moins on importera, plus l'industrie locale devra travailler pour prendre le relais et ainsi permettre d'inonder sur le marché en produits qui vont venir remplacer ceux qui sont importés et espérer ainsi une baisse des prix et un rééquilibrage du marché. Maintenant, comment est-ce que ça va se faire? Certes, mais dans combien de temps? Ça, évidemment, c'est une donnée que les économistes n'ont pas parce qu'il faudra regarder, évidemment, les efforts en matière d'investissement qui seront faits au cours de cette année. Mais ce qui est clair, c'est que Donald Trump veut véritablement enrayer ce que lui, il considère comme étant une arnaque, le fait que les Américains sont de gros importateurs et qui payent plus en produits étrangers que les étrangers n'achètent de produits américains. Et donc pour lui, c'est vraiment dans cette logique-là qu'il s'inscrit. Et donc il a décidé de dégainer son arme comme il avait promis. Et on verra évidemment ce que cela va donner dans les semaines et mois à venir. Il a dit que les dirigeants de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, c'est des fous extrémistes, il faut les virer. Il les a mis tous en congé. Oui, il faut savoir que Marco Rubio déjà l'avait annoncé, un gel de l'aide américaine sur l'ensemble des pays, à l'exception de 2, Israël et l'Égypte. Israël et l'Égypte sont des alliés incontournables des États-Unis, notamment dans le Proche-Orient. Donc, pour lui, étant donné aussi l'actualité qu'il y a à Gaza et en Israël actuellement, on ne peut pas toucher à ces 2 pays-là. Mais pour le reste, c'est un gel qui va durer 3 mois. Donc, ce n'est pas pour très longtemps, c'est pour 3 mois. Le temps pour Donald Trump de revoir la façon dont l'agence est gérée. Voilà, la façon dont l'aide est gérée, parce qu'il estime que, au regard des sommes colossales injectées par le gouvernement fédéral américain, le retour sur investissement n'est pas très intéressant. C'est-à-dire que, de son point de vue, il estime que les Américains ne tirent pas énormément profit de cette aide qu'ils accordent aux pays, à de nombreux pays à travers le monde. Et donc, il a décidé, en gelant, ils vont revoir pays par pays, en fait, ils vont revoir la politique d'aide et se dire que si nous, on vous aide, en échange, qu'est-ce que nous, on gagne? Donc, ça va être toujours un échange transactionnel. Si les Américains vous accordent de l'aide, vous, en échange, vous devez acheter des produits américains. Je pense que c'est ça. Ou vous devez soutenir la politique américaine sur telle ou telle question en fonction de l'endroit, en fonction de la région du monde dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il faut que les Américains, en retour, voient un intérêt à ce qu'ils continuent à vous accorder une aide. Un exemple très simple, l'Égypte, par exemple, reçoit 1 milliard de dollars net d'impôts, net d'intérêts de la part des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un allié incontournable dans la région du Proche-Orient. On le voit aujourd'hui, l'Égypte ne soutient pas le Hamas, ne soutient pas l'Organisation pour la Palestine. L'Égypte, lorsqu'il y a eu le bombardement de Gaza, l'Égypte a fermé ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et donc, l'Égypte joue un peu entre les 2 tableaux. L'Égypte essaie de ménager son allié américain en ménageant l'allié israélien. Il faut savoir que l'Égypte a des relations diplomatiques avec Israël. Ça datait de 1980, après que Anwar el-Sadat ait décidé de nouer des relations diplomatiques. Le premier pays arabe à nouer des relations diplomatiques avec Israël, sous l'auspice des États-Unis, c'était Anwar el-Sadat et c'était l'Égypte. Donc, on voit que l'Égypte, de ce point de vue, a un rôle stratégique dans cette région qui est également importante pour les États-Unis. Et donc, ils ne peuvent pas couper
cette aide-là aux Égyptiens parce qu'ils ont un retour de leur point de vue sur un investissement qui est énorme. La même chose pour Israël. Israël, c'est l'allié incontournable des États-Unis. Et donc, de ce point de vue-là aussi, étant donc l'allié israélien entouré de pays considérés comme étant hostiles, pour sa défense, Israël doit bénéficier du bouclier à la fois militaire et financier américain pour faire face à cette menace-là. Donc, on voit que pour les Américains, il y a un retour qui est là en termes d'investissement, de retour sur l'aide qui est utilisée. Il y a un retour sur investissement pour eux qui est satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle ces deux pays vont continuer de bénéficier de l'aide américaine. Mais pour ce qui concerne le monde entier, ils vont voir au cas par cas, en fonction des pays, en fonction des régions, ils vont essayer de dealer pour mettre en place un accord dans lequel, en échange de l'aide américaine, vous aussi, vous devez faire quelque chose pour soutenir les États-Unis d'une manière ou d'une autre. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.